19 novembre 2021. En manchette, 18 ans de revendications pour Action Chômage, une première séance pour le nouveau conseil municipal, Rose-Marie Galland crée une mosaïque collective. En 2000 s'amorce le début d'une révolution chez les travailleurs de la Côte-Nord. Le redécoupage des régions administratives du programme fédéral de l'assurance-emploi provoque la grogne de la population qui se mobilise et ferait pression sur le gouvernement. Voici comment un petit comité citoyen est devenu au fil des ans l'un des porte-étendards les plus crédibles de l'Est du Canada pour la défense des droits des chômeurs et chômeuses. Les heures pour se qualifier à l'assurance-emploi étaient passées de 420 à 550. À l'époque, les emplois ne pleuvaient pas comme aujourd'hui. L'insécurité financière faisait peur à tout le monde, rappelle la coordonnatrice d'Action Chômage Côte-Nord, Lynne Sirois. Un premier comité non officiel a donc été créé avec le député Gérard Asselin, des travailleurs et des employeurs. En 2002, les Sans-Chemises, mouvement fondé au départ à Charlevoix, rejoignent la région. Gina Gagnon a approché un groupe de femmes travaillant dans l'industrie saisonnière pour reformer un comité. Gina Gagnon, Guylaine Asselin, Julienne Michaud, Chantal Saint-Pierre et Lynne Sirois s'associent pour revendiquer de meilleures conditions pour les chômeurs. À cette époque, les manifestations s'enchaînaient les unes après les autres. Le gouvernement a même dû faire appel à l'escouade anti-émeute. C'est finalement le 5 novembre 2003 qu'Action Chômage Haute-Côte-Nord voit le jour officiellement. L'organisme avait pour mission de défendre les travailleurs et d'informer les chômeurs sur leurs droits, en passant surtout par les médias locaux et régionaux. Tous les membres étaient des bénévoles à ce moment-là. En 2012, les conseils des Inuits offrent une aide inestimable au comité qui s'essouffle de plus en plus, en l'occurrence une main-d'œuvre attitrée aux communications. C'est ce qui a fait reculer les administrateurs sur leur décision de tous quitter le navire en 2013. Finalement, un an plus tard, en 2014, l'organisme réussit à obtenir une subvention et ouvre les portes de son bureau. Lynne Sirois commence à y travailler en tant que coordonnatrice à raison de 6 mois par année. Au fil des années, Action Chômage Haute-Côte-Nord a dépassé les frontières de son territoire. L'organisme est devenu la référence pour les chômeurs de toute la région. C'est devenu naturel de changer son nom pour Action Chômage Côte-Nord en 2017. Les nombreuses actions et revendications réalisées au cours des dernières années ont valu la peine, selon Lynne Sirois. En 2018, le budget du gouvernement fédéral parlait du trou noir et de l'industrie saisonnière. Les politiciens ont mis en place des mesures encore une fois temporaires, mais ce sont d'énormes résultats, estime-t-elle. Un sondage est d'ailleurs en cours afin de dresser un portrait de l'industrie saisonnière au Canada. La mission d'Action Chômage Côte-Nord est loin d'être terminée. L'organisme travaille présentement à recruter une seconde employée afin de répondre davantage aux besoins des travailleurs. Un autre projet est sur le point de voir le jour, soit le dévoilement des résultats du sondage commandé à la firme Segma sur l'industrie saisonnière de la Côte-Nord. La majorité des séances des conseils municipaux de la Haute-Côte-Nord se tenaient la semaine dernière, après une période électorale mouvementée à certains endroits. Les nouveaux élus entrent en poste avec l'appui des plus expérimentés. Suivant la procédure d'assermentation des élus, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, qui retrouve son titre pour un 4e mandat, n'a pas manqué de remercier ses électeurs. Cette première séance du nouveau conseil municipal a été l'occasion d'annoncer quelques bonnes nouvelles, notamment l'embauche d'une directrice générale trésorière et greffière. Il s'agit de Mme Dominique Tremblay, native de Forestville, mais ayant quitté son patelin depuis plusieurs années. La nouvelle employée, qui a une brillante carrière au sein du Mouvement Desjardins, entrera en poste le 29 novembre et pourra compter sur l'aide des intérimaires pendant au moins 6 mois pour faciliter son intégration. Le projet de la réfection du quai municipal suit également son cours. Les élus ont déposé un avis de motion pour un emprunt de 7 500 000 $ pour la réalisation de ce projet majeur. Un projet de règlement sera aussi proposé en ce sens à une séance ultérieure. De plus, le conseil municipal a entériné une résolution pour déposer un projet d'aide financière dans le fonds Région Ruralité volet 1 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
concernant l'amélioration des installations portuaires. On parle de travaux mineurs, mais par exemple, l'idée d'amener l'eau sur le quai, d'amener l'éclairage. Alors, on est alors, la phase 1, c'est vraiment le quai comme tel. Et là, on va y aller avec des installations supplémentaires qui seraient bienvenues là, pour la qualité de l'infrastructure et de la sécurité des utilisateurs, mais on y va en phase 2. Du côté des travaux publics, 2 projets sont allés de l'avant lors de la séance du 15 novembre. D'abord, la réfection du musée de la Petite-Anglicane, pour lequel la ville de Forestville a obtenu une seule soumission sur les 4 soumissionnaires invités. C'est donc l'entreprise Construction SR de Forestville qui réalisera le contrat pour une somme de 51 888 $. Rappelons que ces rénovations sont nécessaires à la suite d'un dégât d'eau survenu en janvier 2021. En second lieu, les élus ont déposé une demande d'aide financière au programme Primo visant à soutenir les municipalités dans la réalisation des études et des activités relatives à la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée. On avait parlé, le ministère des Transports qui planifie des travaux de réfection sur la route 138. On en a parlé à plusieurs reprises qu'on veut faire en même temps des travaux en ce qui concerne nos conduites. Donc, on est à ce sujet-là. Finalement, la ville de Forestville a accepté de soutenir financièrement le projet de consolidation de la TQ3 et TQ50 en octroyant une somme d'un maximum de 25 000 $ au Club Nord-Neige de Forestville-Colombier, promoteur du projet. Ces sentiers sont une voie d'accès au territoire de la Haute-Côte-Nord d'une importance capitale tant pour les résidents que pour la clientèle touristique, selon Mme Anctil. Réunis en Assemblée générale le 31 octobre, les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs d'horticulture Sungro, CSN de Colombier, se sont prononcés en faveur d'une entente de principe intervenue entre les comités de négociation. D'une durée de 3 ans, le contrat de travail de ces syndiqués prévoit des augmentations salariales totalisant 7 %, une amélioration de la couverture d'assurance collective, l'intégration d'un régime de retraite auquel l'employeur participe, ainsi que le reclassement de certains postes. Selon le Conseil central Côte-Nord CSN, plusieurs solutions et objectifs ont été rencontrés. Les comités de négociation et de mobilisation sont fiers du support des membres tout au long de leurs négociations. L'employeur et le syndicat n'ont pas eu besoin de recourir à leur droit de lock-out ou de grève. En septembre, le Conseil central Côte-Nord a accompagné le syndicat d'horticulture Sungro lors d'un dîner de solidarité pour démontrer le mécontentement face à l'employeur qui refusait de négocier raisonnablement à ce moment d'après eux. Le syndicat des travailleurs et travailleuses d'horticulture Sungro représente une trentaine de membres. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière qui compte plus de 25 000 membres. Rappelons que la convention collective du syndicat d'horticulture Sungro a été adoptée le 28 avril 2018 et les membres s'étaient prononcés à 100 % en faveur des termes qui l'entouraient. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord lance un programme de jumelage interculturel entre les familles d'ici et les personnes originaires de différents pays du monde. L'organisme est donc à la recherche de jumeaux d'accueil. Comme l'explique l'agente d'intégration en immigration au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord, Mireille Tré, l'objectif est de mettre en contact les résidents avec les nouveaux arrivants afin de leur permettre de partager des activités, des rencontres et pourquoi pas une relation amicale. Le rapport entre les 2 personnes jumelées peut prendre plusieurs formes: discuter autour d'un café, visiter la région, cuisiner ensemble, etc. Au besoin, le jumeau d'accueil peut aussi aider le nouvel arrivant à définir les repères de sa nouvelle vie. Le jumelage est une belle occasion de développer une relation sociale égalitaire et non aidé-aidant dans le long terme. Selon Mme Tré, il y a plusieurs avantages et tout le monde y gagne. Il permet de développer des amitiés, de découvrir une autre culture et d'avoir une meilleure compréhension des réalités de chacun. Le jumelage contribue grandement à ce que les nouveaux arrivants aient une intégration sociale, linguistique et culturelle réussie. Ce n'est pas la première fois qu'un tel service est dispensé sur le territoire. Autrefois, c'est l'organisme Place aux jeunes en région qui en était le porteur.
Actuellement, l'agente d'intégration en immigration recherche une dizaine de personnes pour former des jumeaux interculturels. Jusqu'à maintenant, un jumelage a été créé grâce à l'implication de Sean Gauthier, qui a accepté d'être le jumeau d'accueil d'un groupe de nouveaux arrivants. Comme première activité pour les intégrer à la région, au printemps dernier, M. Gauthier leur a montré comment accrocher un ver de terre sur un hameçon pour la pêche à la truite. S'il y a des personnes qui aimeraient découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et voyager tout en restant chez eux, n'hésitez pas à contacter Mireille Tré au Carrefour Jeunesse Emploi. Au niveau culturel, les élèves de maternelle à 6e année de l'école Dominique Savio des Bergeronnes participent à un projet culturel en collaboration avec l'artiste foresvilloise Rose-Marie Galland. Une mosaïque collective sera exposée dans la salle d'accueil de l'établissement scolaire. Bien, c'est un projet vraiment très intéressant pour moi et je suis très flattée que la commission scolaire pense aux artistes, là, puis les intègre, puis surtout de travailler. Moi, j'aime travailler avec les tout-petits. Puis c'était tout un défi parce que c'est une mosaïque de verre avec des enfants de la maternelle à la 6e année. Et le thème est vers demain. Vers demain parce que c'est un peu ici maintenant, puis on se projette dans l'avenir. Alors à partir de là, la façon de procéder, c'est que toutes les classes ont fait des dessins, ont émis leur idée, soit sur papier, soit en dessin. Et à partir de là, ma tâche à moi, c'était de créer un croquis. Les enseignants ont donc amorcé le travail avec leurs élèves en les faisant réfléchir sur leur vision d'avenir de la municipalité des Bergeronnes. Les plus jeunes ont transposé leurs pensées en dessin et les plus âgés en ont fait un texte. C'est à partir de ces dessins et compositions que Rose-Marie Galland s'est inspirée pour créer un croquis de la future mosaïque. Celle-ci mesure 12 pieds carrés et est disposée sur un support qui sera fixé au mur par l'établissement scolaire. Depuis le début du mois de novembre, à raison d'une journée par semaine, Mme Galland se rend à l'école primaire pour placer les pièces de l'œuvre avec les élèves, un petit groupe à la fois. Toutes les pièces de verre ont été lavées et polies avant leur disposition pour assurer la sécurité des participants. Le projet avance bien, fait savoir Mme Galland. On y retrouve plusieurs thèmes qui rappellent les Bergeronnes, comme la nature, les baleines, les excursions, le lac Gobeil, des maisons et des rues. La mosaïque devrait être terminée prochainement. Même si ce genre de projet demande du temps et des efforts, la Foresvilloise est toujours enchantée que les organisations de la Haute-Côte-Nord fassent appel aux talents des artistes du territoire. En ce qui concerne la mosaïque collective, elle marquera l'imaginaire selon elle. Dans le monde du sport, le club de gymnastique L'Envol de Forestville a considérablement augmenté son nombre de membres cette année, après une saison moins achalandée en 2020 en raison de la pandémie. Près de 90 gymnastes s'entraînent dans ses rangs, un record des 3 dernières années. Il faut être présent les mardis soirs pour constater à quel point la gymnastique suscite de l'intérêt chez les jeunes de Forestville et des environs. Le gymnase de l'école Saint-Luc culmine d'excitation, de concentration et d'effort, alors qu'une cinquantaine de gymnastes y pratiquent leur sport en même temps. Les compétitions sont d'ailleurs de retour cette année, ayant été annulées l'an dernier pour cause de pandémie. L'équipe foresvilloise se rendra au Star Médard-Soucy de Bécomo à la fin novembre pour la première invitation de la Côte-Nord. La quinzaine de participantes du club L'Envol prendra part également à la finale régionale les 29 et 30 janvier au même endroit. De plus, au début février, le club local accueillera les finales régionales de trampoline qui détermineront les gymnastes sélectionnés pour les Jeux du Québec en mars prochain. Au total, 10 places sont disponibles aux Jeux du Québec, soit 6 en gymnastique et 4 en trampoline. L'événement très attendu par les sportifs se tiendra à Rivière-du-Loup du 4 au 12 mars. Tant les entraîneuses que les gymnastes sont enchantées de la reprise des compétitions. À la météo, ce vendredi 19 novembre, on avait une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de plus 4 degrés.
Pour le samedi 20 novembre, on prévoit une température ensoleillée avec un maximum de 0. Et pour dimanche 21 novembre, ce sera nuageux avec un maximum de +3. Dans la nuit, on verra peut-être de la pluie ou de la neige. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.